L'élection du premier président noir, Nelson Mandela, le 27 avril 1994, consacrait la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. 25 ans après, où en est la nation arc-en-ciel? C'est le thème de cette nouvelle édition. Son élection avait suscité d'immenses espoirs, mais aujourd'hui, nombre de citoyens sont déçus. L'euphorie des promesses d'une vie meilleure pour tous a cédé la place à l'insécurité, la pauvreté et des tensions raciales, au point d'en faire une des sociétés les plus inégalitaires au monde. Comment cet arc-en-ciel dont rêvait Mandela se porte aujourd'hui? Quelles sont désormais les attentes des Sud-Africains en vue des élections qui arrivent le 8 mai prochain? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique, Raïssa Girondin avec vous. Plusieurs invités pour nous accompagner via Skype de Johannesburg, Patricia Huon, journaliste spécialiste de l'Afrique du Sud qu'elle couvre depuis 2009. Via Skype de Dakar, Paul Simon Andy, conseiller principal à l'Institut d'études de sécurité basé à Dakar. Il était à la tête de cet institut à Pretoria durant 3 ans. Et sur notre plateau, Alix Boucher, chercheuse à l'Africa Center, spécialisée en transition politique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce débat. Bonsoir. Alors Alice, on commence avec vous. 25 ans après l'élection de Nelson Mandela qui a mis fin à l'apartheid, ce régime qui vise à conserver la suprématie blanche, l'Afrique du Sud en a-t-elle fini avec la question raciale ? Ça, c'est une question très difficile, mais étant donné l'étendue de la pauvreté dans le pays qui s'élève à plus de 50% de la population, étant donné les inégalités dont vous avez parlé brièvement, le fait que le 1% les plus riches du pays détient 70% de la richesse, alors que les 60% les plus pauvres en détiennent que 7%, montre que vraiment il y a encore beaucoup de progrès à faire et que les inégalités qui était due au régime de l'apartheid, malheureusement persiste en Afrique du Sud. Patricia, aujourd'hui, peut-on dire que la nation arc-en-ciel dont rêvait Mandela est un mirage, voire un mensonge? Vous qui êtes sur place, pouvez-vous encore sentir les restes de la ségrégation? En tout cas, c'est un rêve qui ne s'est pas concrétisé. Maintenant, il faut quand même rappeler, je pense que 25 ans pour changer les mentalités, changer un pays, c'est peu. Donc il y a quand même en Afrique du Sud des barrières qui sont tombées. On voit par exemple, en tout cas dans les grandes villes comme Johannesburg où je vis, une mixité raciale qui aurait été impensable sous l'apartheid. Mais par contre, il y a d'autres barrières qui subsistent ou qui se sont créées même encore plus profondes, ce sont les barrières économiques, avec une économie qui est encore en grande partie aux mains de la population blanche et aussi aux mains d'une petite élite noire, avec une grande partie de la population qui a vraiment l'impression d'être toujours bloquée là où elle était avant, sans possibilité d'accéder à ce rêve de liberté économique, d'opportunité qui avait été promis par l'ANC. Winnie Mandela disait en 2013 « Nous sommes toujours exclus, l'économie reste blanche ». Alors concrètement, Paul Simon, après Mandela, qu'est-ce qui a changé positivement pour les Noirs ? Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé. Le tableau n'est pas aussi négatif qu'il pourrait paraître à première vue. Il y a une classe moyenne noire qui a émergé et elle s'agrandit. Il y a que la mixité sociale reste relativement lente, mais elle évolue. Et je pense qu'à vrai dire, une génération après la fin officielle de l'apartheid, il est à peu près normal que l'Afrique du Sud soit toujours confrontée aux défis, aux structures que le système de l'apartheid a laissé. C'est lent, mais à mon avis, ça évolue dans la bonne direction. Ça risque de prendre plus d'une génération, peut-être plus de 2 d'ailleurs. La classe moyenne dont vous parlez, elle est
fut mise en place par les gouvernements noirs ils ont mis en place des mesures de discrimination positive. Et ils ont mis des quotas pour plus d'accès d'emploi pour les Noirs, non pas seulement pour les Noirs, pour les Métis, pour les Indiens. Patricia Huon, est-ce que ça a servi ou est-ce que c'est un constat d'échec qu'on voit aujourd'hui? Bien, cette discrimination positive, donc le Black Economic Empowerment, le BEE, était certainement nécessaire. Il est d'ailleurs sans doute encore pour essayer de redresser les inégalités de l'apartheid. Il ne faut pas oublier qu'encore aujourd'hui, en Afrique du Sud, la population noire continue de porter un héritage de discrimination qui est extrêmement lourd. Donc même dans la nouvelle Afrique du Sud, un étudiant noir, même s'il a une bourse, mais un étudiant noir qui va venir du township ne va pas avoir les mêmes opportunités à l'université ou ailleurs qu'un étudiant blanc d'une banlieue aisée. Et prétendre le contraire serait naïf. Donc ce Black Economic Empowerment a permis l'émergence d'une classe moyenne noire, donc d'ingénieurs, d'avocats, d'entrepreneurs. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi eu des abus de ce système de discrimination positive. Il a aussi profité à une élite noire proche du pouvoir et avec aussi des abus de type corruption massive, comme on a pu le voir sous la présidence de Jacob Zuma. On en reparlera tout à l'heure, merci d'en avoir fait mention. La violence xénophobe maintenant, c'est une réalité en Afrique du Sud et elle semble empirer à l'approche des élections du 8 mai prochain. Le mois dernier, une foule dans la ville côtière de Durban a attaqué un groupe de Malawites, majoritairement sans papier, tuant au moins 2 personnes. Alors, Anita Powell, notre correspondant, les a rencontrés à Johannesburg. Voici son reportage que nous présente Irénée Hermanongo. Kenneth Nkalipi était gérant d'une ferme au Malawi. Mais la récession économique dans son pays d'origine l'a contraint à se déplacer vers l'Afrique du Sud en quête d'une vie meilleure. Il n'y a pas d'emploi au Malawi. Nous sommes de simples agriculteurs. Nous investissons de l'argent cette année, peut-être pour en gagner l'année prochaine. C'est donc un problème pour nous de trouver de l'argent. C'est pourquoi nous venons ici. L'Afrique du Sud est la deuxième économie du continent derrière le Nigeria. Elle est aussi un pôle d'attraction pour les migrations intra-africaines. Mais Kalipi indique que ce pays, qui affiche un taux de chômage de 26%, ne lui offre pas du tout un environnement de vie favorable depuis son arrivée il y a 1 an. Vous prenez nos emplois ici, pendant que nous, autochtones, on n'en a pas. Nous n'aimons pas les étrangers ici, disent-ils. Le gouvernement sud-africain a cependant pris des mesures pour freiner la recrudescence de la violence xénophobe. Mais la violence ne dissuade pas la logique migratoire. La famille Nkalipi en donne la preuve. 2 de ses frères habitent déjà ici. Et malgré les nombreuses violences, Emmanuel Nkalipi exhorte leurs jeunes frères au Malawi à se joindre à eux. Je suis ici à la recherche d'argent. Donc je dirais à mon frère d'être prudent parce que c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique. Son frère David, arrivé il y a quelques jours à peine, est impatient de travailler, mais aussi inquiet. J'ai la trouille, j'ai peur pour ma vie. 2 possibilités s'offrent à ses 3 frères, soit crever de faim au Malawi, soit vivre dans un environnement dangereux comme celui de Durban. Entre l'incivisme et la mort, le choix est aisé. Alors Paul Simon, on voit donc que la société sud-africaine est devenue très violente au vu des dernières actualités, même envers d'autres Africains. Est-ce dû aux inégalités économiques et sociales qui se sont creusées ? Alors, je pense que la société sud-africaine n'est pas devenue violente, mais a demeuré violente. La violence est un fait structurel de l'Afrique du Sud, qui était aussi déjà un fait structurel au temps de l'apartheid. Violer la loi pour la communauté noire pendant l'apartheid était vu comme un fait héroïque, et puis dans certains milieux de la communauté blanche aussi après certainement. Mais la violence est un fait structurel et elle a commencé maintenant aussi à s'orienter vers des étrangers d'origine africaine. Certainement que ça a à voir avec 2 phénomènes. L'un, c'est l'afflux massif d'étrangers africains
et pas seulement africains, il faut le dire, même si la violence s'oriente particulièrement vers eux. L'afflux de ces migrants vers le marché sud-africain qui attire énormément de ressortissants d'autres pays, et puis naturellement le combat pour des ressources qui sont de plus en plus petites. La société, enfin les Noirs sud-africains, les nationaux ayant de moins en moins accès au marché du travail, un marché du travail que des étrangers souvent sans papier, avec lesquels les étrangers souvent sans papier sont en compétition avec eux. Oui, ça a un rapport très direct à ma vie avec les ressources qui s'amenuisent. Merci Paul Simon. Alors Alice, quelles peuvent être les solutions pour plus de cohésion sociale, pour plus de vivre ensemble pour l'Afrique du Sud de demain ? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs et qu'elles sont liées, mais aussi compliquées. L'administration du président Ramaphosa a commencé à en mettre en place, évidemment. La première, c'est, je pense, la lutte contre la corruption et la lutte contre cette perception que les institutions sud-africaines sont extrêmement corrompues, de telle sorte à redonner confiance à la population en les institutions de l'État. Et cela permettra aussi, sur le long terme, à encourager la croissance économique, les emplois, diminuer les inégalités, augmenter l'accès à l'éducation. Donc pour vous, c'est la politique générale, le leadership qui fait que la population, qu'il y aura plus de vivre ensemble en Afrique du Sud ? En partie, en tout cas, étant donné les inégalités et la pauvreté dont on a parlé, clairement s'adresser à ce problème-là, c'est d'une importance considérable et il faudra vraiment s'y atteler parce que on en a aussi un petit peu parlé, mais il est évident que sous l'ère Zuma, une grande partie du leadership politique s'est plus affairée à s'enrichir qu'à s'occuper des affaires du pays, malheureusement. On va revenir dessus. Washington Forum revient après une courte pause. On parlera dans la seconde partie des attentes des Sud-Africains en vue des élections générales qui arrivent le 8 mai prochain. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Raïssa Girondin, toujours en votre compagnie, avec nos invités via Skype de Johannesburg, Patricia Huon, journaliste spécialiste de l'Afrique du Sud, via Skype de Dakar, Paul Simon Andy, conseiller principal à l'Institut d'études de sécurité basé à Dakar, et sur notre plateau à Washington, Alix Boucher, chercheuse à l'Africa Center, spécialisée en transition politique. Alors nous, téléspectateurs, on réagit en ligne. Quelques commentaires Facebook. J.R. Honoré de Lubumbashi en RDC dit « La lutte contre l'apartheid était une affaire de toute l'Afrique, mais voilà comment il remercie ceux qui ont lutté à leur côté des actes de xénophobie inouïs. Cette insécurité rend malsain le climat des affaires. » Ensuite, Mamadou Lamaranba à New York, aux États-Unis, dit « Les successeurs de Madiba n'ont pas été à la hauteur des attentes des Sud-Africains quant à réduire l'écart entre riches et pauvres. » Alain Bado de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, dit « L'Afrique du Sud a besoin d'une vraie alternance politique actuellement. Elle a besoin d'hommes politiques issus des classes ouvrières qui puissent prendre en compte les vraies aspirations du peuple. » Et notre fidèle Alphonse Boaki de la RDC dit « La gestion des affaires des gouvernants noirs est émaillée de corruption, comme le cas de Jacob Zuma. Comment le pays peut-il avancer dans le vol ?» Alors, Patricia, Nelson Mandela, pendant 5 ans, puis son parti l'ANC, ont dirigé le pays pendant presque 20 ans. Alors, quel regard porte la population sur le leadership de l'ANC ?
Eh bien, il y a clairement des espoirs déçus. Maintenant, c'est souvent le cas lorsqu'un mouvement de libération arrive au pouvoir. Et ça ne veut pas dire que la population remet en cause tout ce qui a été accompli par ce mouvement de libération. Maintenant, oui, on sent une certaine frustration, une certaine colère, même parfois, par rapport au fait que les choses n'ont pas avancé aussi vite que la population l'aurait espéré. L'ANC jouit toujours d'une hégémonie lors des scrutins précédents. Donc en 2014, par exemple, lors de l'élection générale, l'ANC a remporté plus de 60% des voix. Le parti a effectivement subi un revers en 2016 lors des élections municipales avec le score le plus bas de son histoire à 54% et puis la perte de plusieurs grandes villes du pays au profit de l'opposition. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce recul va se refléter lors de cette élection générale pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'opposition n'a pas fait particulièrement mieux que l'ANC au cours de ces 2 années et demie dans les municipalités qu'elle contrôle, et puis aussi parce que il y a eu ce changement au sein du parti avec Cyril Ramaphosa qui a pris la place de Jacob Zuma, et donc il y a encore une certaine partie de la population qui s'était peut-être détachée de l'ANC et qui là espère encore qu'il y ait une réforme au sein du parti. Et puis le parti en plus jouit encore d'une certaine aura, d'une aura importante en Afrique du Sud, même si elle est un peu moins importante parmi la jeune génération, elle est toujours là. Merci Patricia. Alors vous avez mentionné un parti d'opposition. En Afrique du Sud, il y a une 3e force politique qui gagne du terrain, c'est l'Economic Freedom Fighters, ou Parti des combattants pour la liberté économique. Cette formation d'extrême gauche est née du massacre de Marikana en 2012, le pire incident de violence policière depuis la fin de l'apartheid. Les forces de l'ordre avaient alors abattu 34 grévistes de la mine de platine de Lomnine. Et alors que l'Afrique du Sud s'achemine vers des élections, l'EFF est le premier parti à défier l'ordre politique en vigueur depuis 25 ans. Notre correspondante de la VOA, Anita Powell, est partie à la rencontre des habitants de Marikana. Le récit est de Lionel Gaïma. La colère suscitée par le massacre de mineurs grévistes en 2012 à Marikana a déclenché un mouvement qui a transformé le paysage politique en Afrique du Sud. Avant cette grève meurtrière, Wendy Pretorius soutenait le Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela qui a longtemps dominé la politique sud-africaine. Au moment des meurtres, j'étais là-bas avec d'autres femmes. Nous chantions en attendant le président Jacob Zuma, mais il n'est jamais venu. C'est donc après cela que nous avons commencé à dire, vous savez quoi, pas notre place ici en Afrique du Sud. Pretorius a rejoint l'Economic Freedom Fighters Party, la formation politique de gauche, lors de son lancement à Marikana en 2013. 3 ans plus tard, elle a été élue conseillère du quartier pour le parti. Dans cette province, l'EFF a détrôné la Democratic Alliance, principal parti d'opposition du pays. Nomxolese Mafolwana, résident de Marikana et président de l'organisation des femmes Sikala Sonke. L'EFF a apporté un changement positif. Ce parti essaye. Ce n'est pas un endroit où les gens vivent comme des humains. C'est un endroit où les gens vivent comme des cochons. Les détracteurs du parti dénoncent la rhétorique virulente de ses dirigeants, ses premières bousculades au Parlement et la détermination des législateurs à porter des vêtements de travail de couleur rouge vif. Mais au cours de l'année écoulée, l'EFF a empiété sur la base traditionnelle de l'ANC, la majorité noire pauvre de l'Afrique du Sud. Ce qui a notamment séduit, c'est l'idée de redistribuer les terres sans compensation. Le président de l'EFF, David Rampunga, a déclaré qu'il souhaitait remédier aux inégalités historiques en reprenant les terres saisies par les colons européens. Lorsque vous avez des terres, vous pouvez nationaliser. Nationaliser vos banques, nationaliser vos mines. Toutes les ressources et tous les profits vont revenir au peuple. Profiter aux Sud-Africains, aux Africains et aux autres parties du monde. Rampunga affirme que les partisans de l'EFF souhaitent ce qui a été promis à tous les Sud-Africains lors de la chute du régime de l'apartheid en 1994. Un accès au potentiel de leur nation.
Nous voulons des emplois. Nous n'avons pas de travail. Nous voulons des routes. Nous n'avons pas de routes ici. Et de l'eau. Petit à petit, vote par vote, dit-elle, les citoyens exprimeront clairement leurs désirs lorsqu'ils se rendront aux urnes le 8 mai. Alors, Paul Simon, face à toutes ces forces en présence, quelles sont, selon vous, les attentes des Sud-Africains en vue des élections qui arrivent le 8 mai? Les Sud-Africains espèrent certainement, et beaucoup de sondages le font savoir, une meilleure gouvernance. On a le sentiment que le pays a des ressources qui sont captées par une élite qui n'est plus seulement blanche, et que le pays n'est pas aussi bien géré qu'il aurait pu être géré. Je voudrais peut-être aussi ajouter un élément qui peut paraître inquiétant pour l'ANC, le parti au pouvoir, hyper dominant, mais on voit que de plus en plus les soutiens de l'ANC sont des soutiens ruraux. C'est-à-dire que c'est dans les campagnes que l'ANC continue d'avoir ses soutiens les plus importants et que dans les villes, ce soutien s'amenuise. Ce qui veut dire que les populations jeunes, éduquées, urbanisées, rejettent de plus en plus l'ANC sans forcément toujours épouser les partis d'opposition. Le rejet de l'ANC ne veut pas dire l'adhésion forcément à d'autres partis, même si l'émergence de l'EFF fait surtout office de vote protestataire. Merci Paul Simon. Alice, quelles sont selon vous ces attentes des Sud-Africains? Je suis entièrement d'accord. Et sur la question de l'urbanisation et des différences entre les populations rurales et urbaines, je pense que l'un des aspects, le reportage en parlait un petit peu, c'est cette question du foncier et soit de la restitution des terres, soit de la gestion des terres. Et dans les domaines urbains, notamment, étant donné l'expansion des villes qui est non planifiée, cette question est aussi de très grande importance pour la majorité des nouvelles populations qui sont en majorité noires, de question de savoir comment vont-ils devenir propriétaires de leur maison et comment la terre urbaine va-t-elle être gérée aussi. Je pense que c'est une question très importante. Oui. Patricia, selon vous, Cyril Ramaphosa réussira-t-il à conserver son fauteuil? Alors ça, on ne peut pas dire avant de voir le résultat des urnes, mais effectivement, comme je le disais avant, l'ANC jouit encore d'une hégémonie en Afrique du Sud, et même si elle a subi un revers lors des élections municipales, c'est quasiment certain que c'est l'ANC qui va remporter ces élections générales. Maintenant, un aspect qui va être intéressant d'observer, ça va être le taux d'abstention lors de cette élection, parce que même s'il y a une déception par rapport à l'ANC, ça ne veut pas dire que la population est toujours prête à voter pour les partis d'opposition, que ce soit l'IFF ou l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Donc ça sera intéressant de voir quel est le taux d'abstention, et puis aussi par la suite, pour Cyril Ramaphosa, le score qu'il va obtenir va déterminer son influence au sein du parti, et donc la possibilité pour lui de mettre en place des réformes. Merci beaucoup, Paul Simon. Nelson Mandela a mené un long combat contre l'apartheid, mais en 2019, quel est désormais le grand combat de l'Afrique du Sud? Compte tenu des inégalités structurelles et criardes qui traversent la société sud-africaine, c'est certainement le défi économique, le défi de l'élargissement de la classe moyenne. Mais c'est un défi hyper complexe parce qu'il est lié à d'autres, notamment celui de l'éducation, où il est clair qu'à cause de l'apartheid, et même 25 ans après, on se rend compte que les populations qui étaient défavorisées pendant l'apartheid, il n'y a pas que les Noirs, continuent d'avoir un capital social beaucoup plus bas, minimal,
que la société blanche. Donc ça fait que l'éducation reste un grand défi. L'Afrique du Sud dépense énormément en termes d'éducation, mais cet argent ne sert pas toujours. Quand on voit les résultats, c'est pas toujours très fameux. Les écoles déversent des tas de personnes avec des formations au rabais dans des universités qui souvent ne peuvent pas redresser le tir. Donc, meilleure répartition des richesses, mais les richesses, pour les répartir, il faudrait déjà les produire. Donc, et pour les produire, l'éducation reste centrale. Merci. Donc, vous parlez de répartition des richesses, de l'éducation. Patricia, un commentaire à ce sujet. Selon vous, quel est le plus grand maintenant combat de l'Afrique du Sud ? Mais clairement, comme ça vient d'être dit, c'est l'économie, c'est redresser l'économie. Parce que sans ça, il n'y a pas moyen de créer de l'emploi, de réduire les inégalités. Or, en ce moment, l'économie en Afrique du Sud se porte mal, malgré donc l'arrivée de Cyril Ramaphosa au pouvoir en février 2018. Et c'est ça aussi qui contribue à la frustration de la population qui avait espéré, qui était un peu dans une période d'euphorie après le départ de Jacob Zuma et qui aujourd'hui au final voit que l'économie ne se porte pas mieux. Alice, un commentaire ? Oui, c'est l'économie, mais je pense aussi que ça sera aussi, comme je le disais tout à l'heure, la lutte contre la corruption et l'aide aux institutions de l'État, de telle sorte à ce qu'elles deviennent plus compétentes pour justement permettre de faciliter ce processus de croissance économique. Alors après près d'un demi-siècle de répression, parce qu'ils sont quand même partis de très loin, les Sud-Africains, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2019, les Sud-Africains pourront avancer? Comment décoloniser l'esprit? Ça, après, c'était quand même... Ça, on en parlait encore une fois peut-être un petit peu au début. Ça fait 25 ans. Ce genre de processus prend souvent beaucoup plus qu'une génération. Et il a eu quand même de très grosses conséquences, du coup, économiques, etc. Mais comment vous voyez l'avenir pour le pays? J'espère qu'il sera positif et que les citoyens et la classe politique réussiront à travailler ensemble pour améliorer leur futur. Paul Simon, un mot de la fin, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je ne suis pas très pessimiste, je dois dire. J'observe la société sud-africaine de dedans, de dehors aussi, mais je pense que l'Afrique du Sud a le malheur de n'avoir pas d'exemple à prendre. L'expérience de l'apartheid était une expérience unique. Donc l'Afrique du Sud doit inventer sa voie historique. Et je pense que le pays fait des erreurs, mais que sa trajectoire n'est pas aussi négative que ça. Et en cela, je suis plutôt optimiste, mais il va falloir, ça durera encore longtemps. Patricia Huon, vous partagez l'optimisme de Paul Simon? Vous qui êtes sur place. Oui, plutôt. Ça fait 10 ans que je vis ici et c'est vrai qu'il y a énormément de défis, il y a énormément de choses qui ne vont pas, de choses à améliorer en Afrique du Sud, mais oui, je reste assez optimiste pour l'avenir du pays. Merci beaucoup Patricia, merci à tous nos invités, Patricia Huon, Paul Simon, Paul Simon Andy et Alix Boucher. C'est déjà la fin du débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette édition bien sûr sur notre site internet et restez connectés sur notre page Facebook. C'était Raïssa Girondin avec vous. Excellente suite de programme.